Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau bilan culture du mois de mai. Il n'y en a pas eu le mois dernier parce que j'étais à Cannes et que j'ai vu beaucoup de films et j'ai pas fait grand chose d'autre. Mais ce mois-ci j'ai recommencé à lire beaucoup, je suis aussi allée au théâtre et j'ai vu des films au cinéma. Donc je vous présente ça tout de suite maintenant. On va commencer par les bouquins. Je viens de terminer hier soir La Familia Grande de Camille Kouchner, un livre qui est sorti il y a de ça 1 an, qui avait fait grand bruit puisque c'est un récit autobiographique de cette femme avocate, enfin anciennement avocate, maître conférencière aujourd'hui, qui vient raconter comment elle a porté le secret de la relation incestueuse de son beau-père sur son frère, qui était une relation évidemment non consentie, puisque appliquée à l'âge de 12-14 ans à l'adolescence, dans le cadre d'une vie qui semblait parfaite, libre, avec des parents, une famille, une communauté sociale de gauche, intellectuelle, et que tout ça donnait l'idée d'une famille ouverte, émancipée, avec beaucoup de bonheur. Tous ses amis, ses intellectuels, ses proches se retrouvaient tous les étés à Sanary dans une maison de vacances où ils étaient très libres, ils se baladaient à poil, les enfants avaient le droit de fumer des cigarettes, c'était des grandes tablées, vraiment un portrait d'une famille unie, soudée, libre, libérée. Et en fait ça cache un immense secret de famille. Je pense que vous en avez entendu parler, ce livre il a fait énormément de bruit l'année dernière puisque les personnes qui sont accusées sont des personnalités publiques et connues. Mais ce qui est important dans ce livre-là, c'est que ça raconte un acte d'extrême violence avec beaucoup de douceur, parce que ce que ça raconte surtout c'est l'amour d'une famille et les relations et comment on se positionne par rapport à cette question très difficile de la morale et sur sa subjectivité d'expérience et surtout dans évidemment sa culpabilité quand on est victime d'un acte incestueux ou quand on sait qu'il a eu lieu sur quelqu'un qu'on aime et qu'on ne trouve pas sa position. J'ai trouvé que ce roman était excessivement bien écrit, que malgré le sujet très difficile, on s'y attarde évidemment et c'est indéniable, on en parle, mais ça ne parle vraiment pas que de ça. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Ça reste assez universel sur ce que ça dit de la famille, des familles bourgeoises parisiennes, des liens fraternels, de l'amour, haine qu'on peut avoir pour une mère, de l'ambivalence aussi, de son existence et de comment on se situe. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas accusateur et violent et qu'il y avait de la nuance dans tout et que ça permettait de comprendre à quel point ce sujet est difficile, mais aussi ce que ça vient exploser dans une idylle familiale. Enfin bref, c'est vraiment un roman que j'ai adoré, que je vous recommande grandement. J'avais peur de lire ce livre parce qu'on m'avait dit qu'il était très dur et je trouve que c'est pas du tout le cas, donc c'est vraiment un roman que je vous recommande vraiment très grandement, c'est vraiment super. J'ai lu Love Me Tender de Constance Debré. Là aussi on est sur un récit personnel d'une femme qui elle aussi était avocate, elle aussi bourgeoise du 6e arrondissement, issue de famille bourgeoise tout du moins, qui a vécu pendant 20 ans avec son ex-mari et ils ont eu un enfant et puis finalement ils décident de se séparer. Elle devient lesbienne et surtout se défait de tout ce qu'elle avait établi jusqu'alors pour ne vivre qu'avec le strict minimum d'activités très simples, c'est-à-dire écrire, nager, draguer, baiser avec des meufs et évidemment éduquer son enfant. Mais dans sa radicalité, forcément, son ex-mari va être très mécontent et lui empêcher petit à petit de voir son enfant qui à l'époque a 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Et donc elle va raconter ce parcours-là de comment elle fait pour se détacher de son enfant et du moins face à cette situation où elle est vraiment empêchée physiquement de le voir. Et donc c'est l'expérience d'une mère, une mère qui est pas commune parce que c'est surtout une femme qui se libère de beaucoup d'édictats et qui assume une immense liberté. Ça m'a fait du bien, tellement de bien d'avoir ce récit de femme. J'ai trouvé aussi l'écriture exceptionnelle, ce que ça raconte de notre force et du choix et comme elle est un exemple elle n'a pas suivi les autres, elle a fait à sa manière, elle est assez révolutionnaire, pour certains radicale dans son comportement, quand pour moi elle est juste extrêmement libre. C'est plein de violence mais aussi plein d'amour, c'est finalement plein de vie. Encore une fois, c'est pas jugeant envers les personnes, c'est au contraire des portraits de personnages qui sont pas lisses et qui ne s'arrêtent pas à un cadre et qui
s'explorent eux-mêmes dans ce qu'ils sont fondamentalement en tant qu'humains. Et j'ai trouvé ça hyper beau, même dans toute la relation de mère, quoi, de mère à l'enfant. C'est très beau, c'est assez violent, mais avec une telle plume et une telle poésie, une telle sincérité que j'ai beaucoup aimé ce bouquin, que j'ai lu d'une traite, que je trouve vraiment très fort et très bien écrit. Un autre roman que j'ai lu cette fois-ci, c'est un ami qui m'a prêté Une adolescente de Lolita Peel. Là aussi, c'est encore une femme qui a écrit et qui a traversé des expériences violentes. J'ai l'impression d'avoir lu énormément de bouquins sur les femmes victimes du patriarcat, mais écoutez, que voulez-vous, c'est ce qu'il est, hein, c'est ce qu'il est. Donc Lolita Peel, là aussi, c'est un bouquin autobiographique, décidément, d'une jeune femme qui écrit son premier roman à l'âge de 19 ans. Ça s'appelait Hell, H-E-2-L. C'était ça il y a 10 ans, je dirais, et là elle revient sur cette expérience, plus âgée, plus mature forcément, et elle explique ce qu'était son enfance, son adolescence, comment elle a écrit ce livre. À l'époque où elle écrit ce livre, elle est victime de lynchage médiatique notamment. Tout le monde l'accuse de ne pas être l'auteur de son roman. C'est un peu de la diffamation sur sa personne, alors que c'est juste une autrice, et c'est un traitement dont elle aurait jamais été victime si elle n'avait pas été jeune et femme. Et donc elle revient sur tout ça en racontant aussi ce qu'a été l'expérience de son adolescence, de son positionnement dans sa sexualité vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis aussi de sa famille, de sa classe sociale et de sa condition et d'où elle est venue, où est-ce qu'elle a terminé, et finalement quelle femme torturée, enfin quelle adolescente torturée elle a été pour arriver aujourd'hui à écrire des romans. C'est un roman que j'ai moins aimé, que j'ai trouvé un peu plus enragé, un peu plus en colère par exemple que les deux autres dont je vous ai parlé précédemment, et qui m'a quelquefois un peu agacée par son ton. Je trouve que c'est très important comme témoignage et que la parole est absolument légitime et qu'elle doit être dite comme ça, mais c'est pas la manière qui m'a le plus plu. Je saurais pas expliquer pourquoi, peut-être que c'est aussi ces images qui existent, hein, évidemment que ça existe, les jeunes ados de 16 ans qui se font emmener par des vieux mecs dans des boîtes de nuit, qui prennent plein de cocaïne, qui se sentent libres à l'époque. Moi c'est un truc qui me terrifie tellement, qui m'angoisse tellement, que de lire ça, ça m'a vraiment pas mise bien, parce que je me dis comment c'est possible de pas prendre assez soin des autres pour les laisser à ne plus avoir d'enfance et d'adolescence et glisser directement dans la violence de la vie. Enfin pour moi c'est pas ça la vie. Et en fait j'ai énormément d'empathie, enfin pas d'empathie, de peine, et du coup ça m'a mise assez mal à l'aise. Et c'est aussi évidemment important de raconter ces choses là. Trigger warning comme sur les autres romans dont je viens de parler, mais il est quand même question de sexualité, parfois d'abus, et généralement sur mineurs, donc c'est quand même pas la grosse joie. Un autre truc autobiographique, en fait je pense que c'est ça qui va faire mon obsession, c'est les récits autobiographiques, parce que je lis que ça, mais c'est même pas volontaire, c'est la force des choses qui fait que j'ai lu Mais ne sombre pas de Aristide Barrault. En fait je suivais Aristide sur les réseaux puisque c'est un photographe, plasticien, artiste, je saurais pas trop qualifier son travail, mais en tout cas il fait des choses que j'avais découvertes sur Instagram, et par hasard je suis tombée sur son roman, j'ai fait le lien entre les deux personnes, et j'ai découvert à la lecture de ce roman que Aristide avait été victime des attentats du 13 novembre au petit Cambodge, et qu'il était ancien rugbyman. Après l'attentat, où il revient sur ce qu'a été son parcours, ce que ça fait que d'être ça finalement, d'être un mec qui a fait du sport à haut niveau toute sa vie, dont on vient exploser la carrière par un acte absolument contre nature, inhumain, impossible, et comment on se reconstruit après ça, et ce qu'a fait l'entourage et comment il s'en est sorti. C'est vraiment, je pense, un roman qui est assez salvateur, qu'il avait besoin d'écrire, il avait besoin de raconter ça, il avait besoin d'exprimer beaucoup de gratitude pour ceux qui l'aiment et qui l'entourent, il avait aussi besoin de dire en fait d'exprimer sa voix, puisque c'est vrai que la parole des victimes, si les victimes ne prenaient pas parole publiquement, elle a été exploitée par d'autres, enfin on en a tellement parlé, mais eux dans le fond qu'ont-ils vraiment vécu? Et c'est normal d'avoir du mal à raconter ces choses là qui sont tellement intimes, bouleversantes, et d'un coup on est connus tous, pas pour les mauvaises raisons, mais c'est bizarre je pense, et donc là il a l'occasion de dire vraiment ce qu'il veut puisque c'est son roman. Et c'était pas mal.
Je trouve que c'est pas parfait, mais qu'on est quand même sur un élan, sur un geste. Le truc Salvatore dont je vous parlais tout à l'heure. Je dirais pas que c'est un grand romancier immense comme les filles dont je vous ai parlé juste avant. Et puis moi qui ai pas du tout été, c'est horrible à dire, mais j'ai pas été très sensible aux attentats dans la mesure où c'était tellement un choc pour moi que je m'en suis très vite éloignée, très peu intéressée. J'ai vraiment mis un bloc de barrière de protection pour ne pas savoir qu'il était question de vie humaine et que ça aurait pu arriver à tout un chacun. Vraiment, j'ai eu un truc d'immense rejet pendant des années. Et je pense que c'est sûrement la première fois que j'étais vraiment confrontée à un récit de victime et à capter que, ah ouais, donc en fait, c'est ça. Ce qui est vraiment pas plus mal de se rendre compte de ça à l'âge de 26 ans. Et aujourd'hui, enfin, j'étais prête à l'entendre et j'étais contente de le découvrir à travers un récit comme ça. J'ai lu des romans graphiques, j'ai lu pas mal de trucs parce qu'en fait, je fais partie d'un jury de bande dessinée de France Culture. Et donc je vais vous dire ce que j'ai lu. La conférence de Maï Grande qui raconte l'histoire d'un singe qui est devenu homme et qui raconte comment il a fait pour devenir homme devant une assemblée. J'ai pas trop compris le propos, j'ai pas trop compris ce que ça tentait de raconter parce que c'est impossible, enfin je veux dire aucun singe vraiment singe n'est devenu homme. Il y a évidemment l'évolution de l'homo sapiens qui fait qu'on part de cette base génétique avec le singe et qu'aujourd'hui on est devenu humain, mais ça a pris des centaines de millions d'années. Là on a l'impression que c'est résumé, en gros le singe devient homme en, je sais pas, 20-25 ans. Mais j'ai pas compris du tout le propos, j'ai trouvé que ça n'avait pas grand intérêt. Et malgré le fait que j'ai aimé les dessins et même l'ambiance, j'ai trouvé très peu d'intérêt à cette BD là. Donc si quelqu'un l'a lu et a compris sa portée philosophique que j'aurais manqué, je serais ravie d'en savoir plus parce que moi vraiment ça m'a laissé très distante. J'ai aussi découvert La fête est finie de Mathilde Payen. Ici on est sur une BD autobiographique aussi, enfin en tout cas inspirée je pense de faits réels, puisqu'elle revient sur ses années en école d'art et aujourd'hui la jeune femme qu'elle est à faire un boulot alimentaire et à être un peu paumée post-ambiance 5 ans d'école. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je sais pas trop quoi faire, c'est difficile de devenir artiste et de sortir des études et on est un peu planté là et on se dit mais comment on va faire et puis qu'est-ce qu'on raconte et puis il n'y a plus l'ambiance de bande et donc elle vient mettre en parallèle ces deux périodes, donc revenir sur ses souvenirs d'école et sur son expérience du jour. C'est assez sensible, c'est plutôt mignon dans les dessins, je trouve que ça retranscrit très bien l'ambiance d'école d'art justement et certains moments d'expérience de jeune femme, que ce soit dans la sexualité, dans le rapport amoureux, dans l'amitié ou dans la perdition face à la page blanche et à la sortie d'études. Donc c'était un roman graphique assez chouette, c'est pas exceptionnel mais c'est sympathique, c'était une lecture vraiment agréable et le dessin est assez joyeux. Donc si vous aimez découvrir des nouvelles choses, je vous le recommande quand même assez. Et puis j'ai lu Anna de Mia Oberlander. Anna, c'est 3 générations de femmes qui sont dans un petit village de montagne et qui naissent toutes, enfin pas la grand-mère mais la mère et la fille, naissent très très grandes et donc sont un peu exclues de la société, mal regardées parce que trop grandes et du coup leur taille va un peu les mettre en décalage de la société. C'est plusieurs chapitres, je crois qu'il y en a 15 qui n'ont pas nécessairement de lien les uns avec les autres. C'est très poétique et très intime mais du coup tellement... Je pense que c'était tellement précis pour elle, l'autrice, tellement par rapport à son histoire, par rapport aux motifs qu'elle a envie de dessiner, je pense notamment aux chiens, elle dessine vachement de chiens, que ça nous laisse un peu très loin. En fait c'est presque trop poétique pour que l'on plonge dedans et que ce soit un récit qui se tienne de bout en bout et qui raconte une histoire. Tellement poétique que ça l'était peut-être un peu trop et en fait du coup j'ai pas été tant touchée que ça. Mais ça je pense que c'est vraiment très propre à chacun et pour le coup j'ai adoré le dessin qui vraiment proposait un style particulier qui là m'a plu en vrai. De toute façon je vous mets quelques images à côté de moi et puis s'il y a des choses qui vous intéressent, allez les regarder et vous faire votre propre avis. Pour les films, il y a eu pas mal de choses ce mois-ci, je suis allée pas mal au cinéma et j'ai notamment récupéré Vortex de Gaspard Noé. Un long métrage, son dernier, qui était à Cannes l'année dernière et qui raconte l'histoire d'un couple très vieux qui se meurt. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, lui vieux ne sait pas comment gérer cette situation, est plutôt concentré dans ses écrits puisqu'il fait de la critique de cinéma je crois.
et on comprend que leur fils unique a des problèmes d'addiction à la drogue et n'arrive pas non plus à gérer cette situation. C'est un film qui raconte à peu près l'histoire que racontait déjà Amour de Haneke, un film de 2012. Je me demande s'il n'avait pas eu la Palme d'Or ou le Grand Prix, mais en tout cas ce film-là je l'avais adoré, il m'avait bouleversée, je l'avais trouvé sensible, délicieux, plein d'amour, un travail avec les comédiens qui était exceptionnel, enfin j'avais beaucoup aimé. Ici Vortex raconte la même histoire mais avec zéro amour, zéro empathie, zéro sensibilité pour le personnage et on ne sent que Gaspard Noé cynique qui se fait un kiff de réalisateur personnel à nous mettre un double écran absolument pas nécessaire toute la longueur du film qui vient juste nous casser la tête pour rien et c'est une très désagréable expérience de cinéma. En tout cas c'est un des pires films que j'ai vus. Non pas que ça m'ait mis mal à l'aise, même pas, c'est même pas ça. C'est juste que je me suis ennuyée, que je ne vois pas ce que ça raconte, que je ne vois pas ce que ça veut dire, que ça exprime juste un plaisir presque pervers de la part d'un auteur qui propose toujours la même chose et qui commence vraiment à m'agacer dans son regard crade. Il veut rendre les choses moches, il veut rendre la mort moche, il veut rendre la vieillesse moche, il veut rendre les familles moches. J'ai pas aimé. Vraiment j'ai pas aimé, je comprends pas comment c'est possible d'être un humain aussi cynique et aussi désagréable et vraiment je sais pas. Après c'est une proposition. En tout cas moi je veux pas voir du cinéma pour ça. Je crois qu'il y a assez de misère, de malheur et de difficulté à faire sa vie pour avoir à se taper ça par-dessus quoi. Vraiment l'art pour moi c'est pas fait pour montrer ça. Parce que là, il y avait même pas, c'est même pas comme s'il montrait une expérience qui était négative et triste, ce qu'est la vieillesse et la maladie. Évidemment, c'est dramatique. Et évidemment que perdre son existence comme ça, c'est une horreur. Mais il le fait avec tellement pas d'amour. On a tellement l'impression qu'il met ses comédiens et qu'il les laisse galérer et patauger dans une espèce d'impro infinie que... Ouais, je sais pas, je vois pas... Quand il n'y a pas d'amour derrière les choses, pour moi, un tout petit peu, c'est qu'il y a un souci. Et du coup, là, j'en ai pas ressenti. Donc, il y avait un souci, donc un malaise. Donc, j'ai pas aimé. Donc, je vous le conseille vraiment pas. En revanche, allez voir Amour de Haneke. Et si vous avez un avis différent du mien, exprimez-le moi, qu'on en débatte un peu. J'ai aussi découvert au cinéma Sweat. Sweat, c'est un film qui était aussi à Cannes en 2021. Pas dire de bêtises, je crois que c'est polonais, mais si c'est pas le cas, je l'indiquerai sur l'écran. Là, on est sur une jeune femme qui est influenceuse de fitness et qui est suivie par beaucoup de gens, mais qui, dans sa vie quotidienne, est finalement très seule. Elle a pas d'amoureux, elle a très peu d'amis, elle a que son écran. Et puis elle a aussi des relations assez compliquées avec sa famille qui comprend pas le métier qu'elle fait et qui presque la dénigre pour ça. Et c'est chouette, c'est un film qui fonctionne de bout en bout, qui propose vraiment quelque chose, qui est beau, qui est réussi, mais malheureusement on est tellement scénaristiquement je trouve dans un enchaînement de scènes qu'on sait qu'elles vont fonctionner de par les éléments, c'est-à-dire un coup elle est seule, un coup elle est avec l'amant, un coup elle est avec la famille, un coup elle est avec l'agresseur. Je sais pas comment dire mais tout est bizarrement un peu attendu même si tout surprend mais pas assez. Donc finalement on reste, enfin personnellement en tout cas, je suis restée un peu sur un truc où bah je rentrais pas dedans, j'étais pas complètement touchée, ça m'a gardé un peu trop à distance alors que tout est très réussi. Et ce genre de film, ça me met mal, enfin ça me met pas mal, mais ça me rend triste pour le ou la réal et même l'équipe technique, c'est de me dire que, bah en fait, ouais, c'est super, mais ça touche pas. Mais bon, après, ce que j'ai aimé, c'est tout le parallèle avec Chiara Ferragni. Même physiquement, la comédienne ressemble beaucoup à Chiara Ferragni, et si ça peut faire naître de la réflexion chez certains qui sont pas habitués soit aux réseaux sociaux, soit qui se remettent pas en question quant à cette question des personnages publics sur les réseaux sociaux, c'est intéressant et puis c'est quand même très bien fait, mais malheureusement je suis passée un peu à côté, j'ai l'impression. J'ai vu en DVD parce que William me l'a prêté, Les Faux Tatouages, un film de Pascal Plante, c'est son premier long métrage, c'est un film canadien où deux adolescents, enfin ils ont 18 et 19 ans, se rencontrent au début de l'été à la suite d'un concert et c'est l'histoire de leur amour naissant.
C'est tellement beau, je veux pas vous en raconter plus, c'est fait avec tellement d'amour là pour le coup, de subtilité, de sensibilité, d'amour pour le comédien, où on lui laisse la place, où on a des personnages qui existent, qui sont entiers, qui sont pleins, qui sont sincères, qui sont maladroits, qui sont filmés dans beaucoup d'intimité, mais avec une immense douceur, un regard qui est vraiment super bienveillant. J'ai adoré ce film, je l'ai trouvé très beau, je vous le recommande vraiment franchement. Esthétiquement, il n'y a pas un parti pris très fort et l'image est peut-être même un tout petit peu trop sale ou imparfaite à mon goût ou pas assez réfléchie parfois, notamment sur l'étalonnage, mais c'est tellement beau le reste, eux ils sont tellement forts et grands et ces personnages ils nous emmènent tellement dans leur histoire, on y croit tellement fort que vraiment je vous recommande ce film qui parle quand même pas mal de désir et d'amour et bon évidemment c'est des thèmes qui moi me parlent beaucoup mais je crois qu'ils sont assez universels, enfin je sais pas, non peut-être pas, peut-être que pour moi l'amour ça compte alors que pour d'autres beaucoup moins, je sais pas, mais en tout cas les faux tatouages c'était super. Donc j'ai vu Clèves de Rodolphe Tissot qui est un film qui n'est sorti qu'à la télé sur Arte TV et donc que j'ai regardé sur le site d'Arte, que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse de le voir, avec une jeune comédienne qui s'appelle Louisiane Gouverneur. Clèves raconte l'histoire d'une adolescente qui passe un été dans son village. Ses parents se séparent, son père, elle ne va plus le voir, sa mère va être dépressive, elle va beaucoup s'ennuyer, beaucoup être éduquée finalement par le voisin un peu plus âgé qu'elle qui est son babysitter et avec qui elle a une relation amicale, et elle va découvrir son désir et sa sexualité à travers plusieurs expériences. C'est un film qui laisse pas indifférent et qu'on pourrait vraiment détester. Parce que c'est difficile de se dire que dans notre époque, c'est un homme qui réalise ce film et que les expériences racontées sont parfois excessivement problématiques sur le consentement, sur l'adolescence, sur la sexualité, etc. Mais plusieurs choses. La première, c'est que le scénario a été écrit, enfin le roman de base a été écrit par une femme. Deuxièmement, je sais que sur le tournage, il y avait quelqu'un, une spécialiste, je sais pas comment ça s'appelle, une coach en tout cas, au sujet de l'intimité. Et troisième chose, c'est exceptionnel comme film. Je peux pas dire autre chose que la comédienne est immense et raconte ce qu'ont été, peut-être pas toutes nos adolescences à toutes les jeunes femmes, mais en tout cas à beaucoup. En tout cas à moi ça m'a rappelé énormément de choses et c'était vraiment super juste. Sur l'ambivalence du désir. Et je veux pas en dire plus, je pense que c'est un film qui doit être interprété et pris par chacun et chacune en fonction de son endroit, de son expérience, de son rapport au désir et au corps. Mais pour moi c'est une immense réussite. Parce que le film m'a obligée à me poser beaucoup de questions, m'a permis d'en discuter avec des amis et de créer du débat, de savoir quels étaient leurs points de vue, et m'a autorisée, en tant que spectatrice, à avoir mon avis. Que je vous partagerai pas jusqu'au bout ici, que je veux pas aller plus loin que ce que je vous dis là, parce que c'est très intime, et que voir ce genre de film là me rappelle, même si je vous partage mon avis, vous n'êtes pas du tout obligé de le partager. J'ai pas du tout une parole qui est absolue et je le fais parce que ça me fait plaisir, que j'ai envie de vous encourager à voir des trucs, à lire des trucs et que moi aussi ça me kiffe, ça me plaît comme exercice de parler comme ça à la caméra, de raconter, de garder des traces aussi de tous ces objets culturels que je rencontre, mais surtout ça me conforte dans l'idée que j'ai le droit d'avoir mon avis. À moi, rien qu'à moi. Et sur ce film-là, je suis très contente de m'être fait un avis, je suis très contente de l'avoir rencontré, je suis très contente que les films comme ça existent, puisque je sais que ce sont seulement ceux qui font réfléchir et bouger les choses, et parce que c'est pas consensuel, et parce que c'est pas blanc ou noir, et parce qu'il y a énormément de nuances, et que oui, ça vient poser énormément de questions. Ah, ça a coupé quand j'étais en plein élan. Les sujets sont problématiques, les films qui les racontent le sont beaucoup moins, et c'est à ça que doit servir l'art. C'est à
raconter ça et potentiellement partager ces expériences à un public qui serait jamais confronté pour que ça nous ouvre les yeux sur ce qu'il en est de la situation. De la même manière que les romans précédents vous parlaient de relations incestueuses, d'agressions sexuelles ou même d'une existence de femme qui est passée d'hétérosexuelle bien rangée à lesbienne assumée. Ces vécus-là, ils nous permettent de comprendre ce qu'est notre humanité et c'est absolument essentiel quoi. Donc oui, les sujets sont problématiques mais pas les films. Et ce sur quoi il faut bosser, c'est sur le sujet problématique et pas sur l'objet en soi qui peut l'être, à bien des égards peut l'être. Mais là je crois que pour Clèves ça l'est pas. Et voilà, et puis surtout pour la performance de Louisiane Gouverneur qui est tellement généreuse dans ce rôle là, qui est vraiment formidable. Enfin, ça se voit qu'elle prend plaisir à faire ce travail là, en tout cas j'espère que c'est le cas, mais parce que elle partage tellement de choses, de sincérité, elle fait tellement évoluer un personnage psychologiquement avec son corps en l'espace de 2h30, c'est exceptionnel. Et ça je crois que c'est parce qu'on aime ce qu'on fait qu'on est capable d'aller à cet endroit là. Je crois qu'elle a aimé ça, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, l'amour encore qui motive à faire des choses. Mais voilà, il y a cette idée là que on fait les choses, on fait l'acte de création par amour. Peut-être pas tout le temps, Gaspard Noé pas tout le temps, mais moi ce que j'aime, je crois, finalement, ce que j'en conclus, c'est que j'aime les objets qui sont faits avec amour. J'ai aussi vu au cinéma All Eyes of Me, qui est un film israélien. C'est 3 chapitres. Le premier est sur une jeune femme qui essaye d'annoncer plus ou moins à son ex-compagnon qu'elle est enceinte lors d'une soirée, elle n'y arrive pas. Puis on passe sur cet ex-là qui est en couple avec sa nouvelle copine et on passe sur leur relation amoureuse, notamment à travers, qui pour moi sont des éléments importants, leur sexualité et la place de la drogue. Je peux pas m'empêcher de le dire puisque la drogue est présente et que pour moi ça détermine leur histoire d'amour, comme la sexualité qui en découle et qu'ils expérimentent après. Et puis sur la 3e partie, on est sur cette jeune femme, donc la jeune femme du couple, qui garde des chiens et qui va rester une après-midi, garder le chien d'un maître qu'elle côtoie pas particulièrement mais dont elle garde le chien, et finalement ça va être leur rencontre à eux deux. J'en garde un souvenir parce que c'est un film qui est assez réaliste et qui montre des sujets de la vraie vie et qui les montre assez bien, et ça, le cinéma comme ça, réaliste, me plaît. J'aime aussi les personnages, parce que ça raconte de l'ennui du quotidien, des choses assez banales, de la petitesse et du détail d'une vie qui s'écoule en temps réel, ça j'aime beaucoup. Mais malheureusement, j'ai trouvé que c'était un peu trop le cas parfois et que ça s'asseyait un peu sur ce principe-là juste, notamment sur des scènes de sexe en temps réel qui sont un peu chiantes quoi. Et puis surtout l'évolution des personnages est finalement très faible puisqu'on les perd assez rapidement, et donc à part nous montrer des moments de leur vie, ça raconte assez peu de choses. Je me demande finalement si l'acte de la réalisatrice est pas un tout petit peu trop égoïste. Si c'est pas un tout petit peu trop, je fais de mes expériences personnelles une fiction. Et je vous laisse un peu avec ça parce que je veux le dire mais je veux pas trop le dire non plus. J'ai vu Decisions to Live au Festival de Cannes, le dernier Park Chan-wook, qui va sortir là dans 2 semaines, donc en fait vous pourrez aller le voir. C'est l'histoire d'un enquêteur qui enquête sur la mort d'un homme et il va tomber plus ou moins amoureux de la femme de cet homme mort et du coup très vite l'évincer des potentiels suspects du meurtre. C'est très long, honnêtement je me suis fait un peu yesh. Oui, Park Chan-wook c'est bien parce que il sait faire son cinéma et qu'il propose toujours des plans plus impressionnants les uns que les autres et tout est très maîtrisé et très beau et très carré. Mais par rapport à Mademoiselle, j'ai vraiment pas du tout eu le même choc et je me suis assez fait chier. Alors est-ce que c'était l'expérience de Cannes, que j'étais fatiguée ou quoi? Je suis même pas sûre. Je trouve qu'il y a des séquences qui sont trop longues et que en fait il y a toute la première partie du film est super, mais au bout de la première partie, une fois que le mystère du meurtre est élucidé, moi j'étais en mode ah ok mais on continue, et on a continué pendant une heure et quart. Et bon, là j'avais déjà lâché l'affaire. C'était pas une grosse révélation, donc assez déçue finalement de ce film là. Le dernier film dont je voulais vous parler c'est Variety, qui est un film américain de Betty Gordon qui a été réalisé en 85, qui se passe à New York. C'est l'histoire de Christine, qui est une jeune femme qui vit dans New York et qui cherche un taf alimentaire, et elle va finir par travailler dans un cinéma porno et par
avoir une obsession pour un homme. Voilà, je vous en dis pas plus. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est son propos, parce que c'est un film qui est vachement avant-gardiste. En tout cas, c'est une femme qui le réalise et qui raconte cette histoire précisément de question du désir chez ce personnage en 85. Et c'était très bien, c'était très beau, j'ai trouvé ça magnifique la photographie. C'est très lent quand même, hein. C'est super lent, mais pour le coup c'est une vraie proposition de cinéma dans son fond et dans sa forme. Et ça fait du bien de voir des films... des œuvres comme ça, vraiment. Par exemple pour Sweat dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai pas eu l'impression que c'était une œuvre parce que c'était peut-être trop classique, trop maîtrisé, trop facile tant dans son scénario que dans sa photographie. Là ici on a vraiment un objet indépendant, super dans tout, dans comment est dirigée la comédienne, dans les cadres qui sont choisis, dans les séquences qui sont montrées, et puis dans le propos qui est raconté sur cette histoire d'obsession et sexualité, bon, qui sont du coup mes obsessions, enfin à moi. Finalement, sexualité, désir, amour, c'est vraiment ce qui moi m'obsède. Mais ça c'était vraiment très beau. Et il repasse à Paris au cinéma Christine 21 pendant un sacré moment je crois, donc je vous mettrai les infos en barre d'infos. Je suis allée pas mal au théâtre, malheureusement c'est des pièces qui ne jouent plus et je vois pas tant l'intérêt de vous en parler si vous ne pouvez pas les voir. Mais j'ai vu au théâtre de la Colline Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad qui était absolument exceptionnel. Qui raconte l'histoire un peu du conflit israélo-palestinien et de la question de la religion, notamment à travers un couple. C'est archi multiculturel, donc c'est hyper contemporain, j'ai trouvé, c'était vraiment super. Mais si je vous en parle quand même, c'est parce que vous pouvez quand même le lire, et ça c'est vraiment bien. Lisez du théâtre et lisez cette pièce-ci qui est vraiment bien. J'ai vu Viril de Marie Mahé à l'occasion de la semaine au Théâtre 13 des jeunes metteurs en scène je sais pas quoi. J'étais un peu déçue. Comment dire, ces 5 personnages de femmes qui racontent leur expérience de femmes et qui expliquent ce qu'elles sont, comment elles sont, les interrogations qu'elles sont, qu'est-ce qui fait d'elles femmes ou pas, viriles ou pas, qu'est-ce qui détermine que t'es une femme ou pas. Et malheureusement, je suis passée à côté de la pièce parce que je trouve que c'est déjà trop tard pour raconter ces choses-là. Parce que j'ai déjà compris tout ça il y a fort longtemps et que j'ai pas besoin de l'entendre à nouveau parce que j'ai l'impression que c'est assez rétroactif et que ça ne vient rien raconter de plus. Après, c'est ma perception à moi, peut-être parce que je suis déjà féministe engagée, sensibilisée à tous ces sujets-là et que j'ai fait aussi mon expérience de jeune femme de 26 ans et que j'ai la chance d'avoir cette liberté là, je ne sais pas. Peut-être que pour montrer à vos pères, à vos grands-pères, à vos petits copains, même à vous, hein, si vous êtes différemment sensibilisés au féminisme, ça peut être bien. Je sais que les fibres passent, je crois qu'il y a une tournée qui continue en octobre, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Voilà. Bon écoutez, je pense qu'on va s'en arrêter là sur ce bilan culture parce que j'ai beaucoup parlé et que j'ai peur de perdre votre attention au bout d'un certain moment. J'espère que je vous aurai donné envie de voir ces films, de lire ces bouquins. Je me rends compte quand même que c'est très important de raconter ces vécus de femmes là et j'espère que ça ne viendra pas intéresser seulement nous jeunes femmes, en tout cas vous qui me ressemblez forcément, qui êtes des jeunes femmes entre 18 et 30 ans parce que ouais, on est sensibilisé à ça, on s'intéresse à ça, on connaît ça, on vit ça déjà. Il faudrait que ce soit les autres qui s'en emparent. Les plus âgés, pas forcément les plus jeunes parce que c'est un peu ardos, mais surtout les garçons. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo et me partager ce que vous avez envie dans l'espace commentaire. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner mensuellement à mon compte Patreon sur lequel je partage un peu plus de choses et de manière plus quotidienne. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine et de très belles vacances si vous en avez. A très vite, bisous. Ah, j'ai un truc dans l'œil.